On s'excuse. Chez nous ici, on remercie l'audience. Je ne sais pas si c'est vraiment notre culture, mais il faut se renseigner chez les historiens des mentalités. Nous en avons assez ici, notamment le professeur Kamba Iboacha, que nous connaissons dans ce sens. Donc, je vous remercie, même si je ne suis pas sûr que ça vient de nous. Probablement, ça vient de l'Europe. Et c'est important de connaître ses valeurs, de connaître sa culture dans ce monde complexe d'aujourd'hui. Alors, c'est incontestable, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le projet d'émiettement du Congo. Moi, en ce qui me concerne, c'est depuis 2012 que je fréquente cette salle. Et alors, j'étais jeune étudiant à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, la Providence m'a permis de monter et de parler avec beaucoup d'aisance de ces questions. Et je remercie beaucoup M. Freddy Mulumba qui, d'ailleurs, ici, un jour, je me rappelle, je crois qu'il ne le sait plus, il ne le sait pas. Un jour, il m'avait vu ici, alors il a dit, « Mais petit, viens, toi, tu viens d'où? Chaque fois, je te vois ici. » Je lui ai dit, « Je viens de l'Unikin. » Il m'a dit, « Ah, de l'Unikin, très loin comme ça, prends les transports. » En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est battu pour ces choses ici. Et c'est évident. Le projet d'émiettement de notre pays est évident scientifiquement, politiquement. Il y a des gens qui ne font que ça. Excusez. Il y a des gens qui ne pensent qu'à balkaniser le pays. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question me posée. Quelle diplomatie contre la balkanisation? Je crois que c'est la question de la survie de notre pays. C'est la question du XXIe siècle. Et comme toute formulation de politique étrangère dépend essentiellement ou tient compte de l'environnement international. Et parler de l'environnement international, c'est se rendre compte de l'équilibre de puissance. Donc, des politiques de grande puissance dans le monde. Je vais, durant ces quelques minutes, vous entretenir sur l'équilibre de puissance dans le monde aujourd'hui, son impact potentiel sur notre pays, et tenter de répondre à cette question, quelle est la diplomatie pour lutter contre la balkanisation. Et me basant sur essentiellement les études de John Mearsheimer, qui est un professeur de l'Université de Chicago, dans son livre Tragedy of Great Power Politics, il y a des questions essentielles pour déterminer ou comprendre l'équilibre de puissance. C'est qu'il faut chercher à comprendre quelles sont les grandes puissances du moment dans le système international et essayer de trouver l'écart de puissance entre elles. Et les variables qu'il nous donne dans son livre de 2001, mais aussi réédité en 2014, c'est qu'il faut voir la taille de la population de chaque grande puissance et son argent, ça veut dire sa richesse réelle. Ce n'est pas la richesse potentielle comme chez nous en RDC, où tout est aussi superlatif, même si il suffit de descendre sur le boulevard Poiloux pour voir la dichotomie entre la richesse potentielle et la richesse réelle des nations. Aujourd'hui, je crois, si vous prenez depuis 1945 jusqu'en 1989, nous avions un système international bipolaire, tout simplement parce qu'on avait l'URSS et les États-Unis. On a appelé ça la guerre froide, c'était au centre, une guerre froide, mais dans nos pays ici, c'était une guerre chaude parce qu'il y a eu des affrontements. Lumumba est décédé à cause de cela. Il y a eu des guerres en Angola et un peu partout en Afrique, en Europe de l'Est, mais aussi en Asie. Et depuis 1989, si on pouvait prolonger, jusqu'en 2017, au moment où les États-Unis lancent une guerre économique contre la Chine, nous étions dans une position internationale
d'unipolarité. C'est que moi, profondément, je considère que c'est une anomalie. Parce que ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été, c'est une anomalie. Et beaucoup de gens considéraient que la politique de puissance en relations internationales a pris fin. Donc le réalisme ne s'expliquait plus. Et c'était, d'ailleurs, quand nous étions à l'UNIKI, on nous a dit cela, mais c'était totalement mal vu parce que si l'URSS était parti comme une puissance globale, laissant la place vide aux États-Unis, l'Europe profondément vivait dans la politique de puissance. Parce que tous les États de l'Europe qui n'ont même pas réussi à activer ou à achever le projet des États-Unis d'Europe, c'était parce que la France avait gardé sa position, l'Allemagne avait gardé sa position, et le reste, l'Asie. Il y a toujours des oppositions entre le Japon, l'Inde et la Chine, et à un certain moment la Russie. Donc nous étions toujours dans la question des politiques de puissance, mais peut-être en termes qui n'étaient pas en termes égaux. Et aujourd'hui, il se trouve que les États-Unis d'Amérique ont une population, parce que je vous ai donné ces deux variables, de 329 millions d'habitants, ce sont les statistiques de 2019. La Chine a 1,4 milliard et la Russie a 146 millions d'habitants. En termes économiques, nous connaissons, l'Amérique est toujours la première puissance économique en termes de PIB réel. Et son économie reste toujours dynamique parce qu'elle croît chaque année de 2%. Probablement d'ailleurs, Donald Trump a achevé avant le coronavirus quelques avancées économiques dans ce sens. Et si nous venons voir la Russie est une puissance qui descend, une puissance descendante parce que sa population ne va pas croître d'ici 2050. Et là, une population de 146 millions, et d'ailleurs, ça va descendre d'ici 2040 de 136 millions d'habitants. Son économie est en difficulté. Non seulement la Russie a des problèmes démographiques, mais la Russie a des problèmes économiques graves parce que son économie est essentiellement basée sur le gaz. Et il n'y a aucune évidence aujourd'hui qui montre que la Russie va demeurer une grande puissance d'ici 2100, d'ici 2050. Ce qui m'amène à la troisième possibilité qui est la Chine. Depuis 2014, la Chine a dépassé économiquement les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, en termes de pouvoir de parité, c'est l'indice qui, en tout cas, qui aujourd'hui la meilleure des indices pour comparer en termes économiques. Et d'ici 2050, de toutes les projections, d'ailleurs, il y a M. Kishore Mahbubani qui venait de lancer un livre appelé Has China Won? La Chine a-t-elle gagné? Qui montre que d'ici 2050, la Chine va dépasser économiquement de 3 fois les États-Unis d'Amérique. Voici l'enjeu de demain, l'enjeu du XXIe siècle. Cette opposition-là entre les États-Unis d'Amérique comme puissance qui domine le monde aujourd'hui et l'opposition entre la Chine qui est une puissance qui rentre, parce qu'il y a une nuance là. Beaucoup de gens ont dit que la Chine est un pays émergent, mais moi je considère que la Chine est un pays qui revient, parce que la Chine a toujours été une puissance depuis l'an 1 jusqu'en 1820-1840, au moment où l'Europe lance les guerres d'opium à la Chine. La Chine a toujours été la première puissance économique mondiale avec l'Inde. Rappelez-vous, il y a 700 ans, tout le monde cherchait l'Inde. C'est en ce moment-là que Christophe Colomb, ne connaissant pas la route, parce que les Turcs viennent prendre Constantinople, cassant ainsi les routes de soie, est allé découvrir l'Amérique. Donc l'Inde, il y a 700 ans, 800 ans, était une puissance économique et avec la Chine. Donc aujourd'hui, après un siècle d'humiliation, la Chine revient. C'est comme ça qu'en Chine, les discours dominants, c'est les rêves chinois. C'est-à-dire, revenu dans la situation d'avant l'entrée occidentale. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de confrontation de puissance entre les États-Unis qui veulent conserver leur puissance depuis 1945 et en battant l'URSS en 1989, l'Amérique veut toujours rester une puissance dominante et la Chine qui veut rentrer dans sa condition de départ
depuis l'an 1 jusqu'en 1820. C'est dans cette opposition-là, et c'est les conflits que Graham Allison, qui est un professeur du School of Government à Harvard University, a appelé piège de Thucydide trap. C'est ça la tension la plus importante du XXIe siècle. Et peut-être avant de sauter pour les impacts potentiels dans notre pays, c'est que de toutes les études jusqu'ici en polémologie, en relations internationales, ça a toujours mis en exergue les puissances occidentales entre elles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où c'est l'Occident contre l'Est. Un pays, notamment la Chine, qui a des traditions, cultures, civilisations totalement opposées en termes de langue, parce qu'il faut le dire, depuis 220 avant Jésus-Christ, en Chine, il y a le système d'écriture, le système de la façon de manger, le système de la famille a été institutionnalisé. Donc ce n'est pas aujourd'hui, avec quelques interactions, depuis 78 à aujourd'hui, que la Chine va totalement englober les valeurs occidentales. Donc l'opposition va être dangereuse dans les jours à venir. Les guerres dites économiques et technologiques aujourd'hui lancées à la Chine, ce n'est que le début. Et d'ailleurs, d'autres théorisent pour dire que la 4e guerre mondiale a commencé. C'est ça l'équilibre de puissance aujourd'hui en 2020. Et probablement, c'est cet équilibre-là qui va davantage s'annoncer d'ici 2050 et d'ici 2100. Maintenant, quels sont les impacts potentiels ou les impacts déjà qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre pays? En termes de théorie de relations internationales, généralement, les grandes puissances, parmi les intérêts, ils tiennent compte essentiellement de leurs voisins, mais aussi des régions où l'on trouve d'autres grandes puissances. Là, vous comprenez pourquoi l'Amérique a été totalement, depuis ces dernières années, impliquée, avant 1945, impliquée en Europe, parce qu'il y avait opposition entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais aussi la France à quelques mesures. Pourquoi l'Amérique a été impliquée dans les dossiers de l'Asie du Sud-Est? C'est parce qu'il y a le Japon, il y a la Chine et il y a la Russie. Pourquoi? Parce que les grandes puissances s'intéressent toujours et essentiellement des régions où l'on trouve d'autres grandes puissances. Mais aussi, les grandes puissances s'intéressent des régions où l'on trouve des minéraux rares. Donc, vous comprenez pourquoi l'Amérique est dans le Moyen-Orient. Vous comprenez pourquoi l'Amérique est toujours ici depuis les années 90. D'ailleurs, le livre d'Apolli Bertrand, L'enjeu africain, le dit très clairement, confirme ce que je suis en train de dire. Ce qui nous met dans ce sens-là comme voisins des grandes puissances de demain, d'ailleurs partant de la civilisation aujourd'hui, qui est essentiellement dans les technologies modernes et dans la transition énergétique. Donc, si le Congo a tout ce que nous connaissons, parce que le Congo, c'est un pays de superlatifs, ça veut dire que nous sommes voisins et des Américains, et des Chinois, ou de tout autre prétendant arriver à ce niveau-là de grandes puissances dans le monde. Alors, et dans ce sens-là, généralement, les grandes puissances essayent toujours d'embarquer les petits pays dans les bateaux. Il y a des évidences dans le passé. Soit vous êtes de leur côté, ou soit ils vous font la guerre, ou ils décident de se battre sur vous. Et nous avons connu ces choses ici en Afrique, et nous avons des évidences en termes d'exemples. Et ce n'est pas à vous que je vais donner ces exemples-là. Et en dehors de cette opposition entre la Chine et les États-Unis, ces pièges de Thucydide-là, parce que je n'ai pas dit, Thucydide faisait allusion à la guerre de Péloponnèse, ce qui s'est passé entre les cités grecques, entre Sparte et Athènes, c'est-à-dire qu'il y avait une puissance qui dominait et l'autre qui émergeait, et l'opposition est toujours quand celui qui émerge dépasse économiquement, ça veut dire en termes de pouvoir réel, le pays qui émerge. En dehors de cette opposition-là, il y a la présence européenne dans notre pays. Les Européens ne sont jamais indifférents. Ils sont là et c'est ce qui va rendre l'environnement sécuritaire congolais très complexe. Ça veut dire que toutes les grandes puissances vont chercher à nous avoir, à avoir le Congo. Ça nous met dans une position à la fois de force
mais aussi de fragilité et de faiblesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le Congo? Il faut avoir une vision claire sur ce que nous voulons faire en tant qu'État. Parce que la diplomatie, il faut le dire, c'est une action de souveraineté, principalement. Ce n'est pas exclusivement, mais c'est principalement une action de souveraineté. Il y a ce que les honorables ont dit ici, ça m'a ému, mais c'est ça, c'est une guerre de négation de notre existence. C'est une guerre pour notre perdition qui est là. Maintenant, il faut que nous puissions nous affirmer, dire aujourd'hui très clairement ce que nous voulons. Et ça, il n'y a pas mille façons de le faire. Il faut un plan stratégique national. Vous pouvez ajouter des développements, des puissances, d'émergence, mais il faut un plan que tous les gouvernants, les intellectuels, les étudiants, tous ceux qui sont dans ces pays connaissent que nous prenons cette direction. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de America First. Ça veut dire America First, ça veut dire l'Amérique d'abord. En Chine, on parle de China Dream, le rêve chinois. Nous, qu'est-ce que nous disons aujourd'hui au XXe siècle, en 2020? Qu'est-ce que nous disons? Si c'est le peuple d'abord, d'accord, ça veut dire que nous voulons les changements, nous voulons le développement et il faut le codifier. Il faut dire que c'est ça notre plan national stratégique. Et moi, je conseille que le Congo reste indépendant, neutre de toutes les grandes puissances. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils vont nous chercher. Mais il ne faut pas y aller de façon éparpillée. Il faut le faire sur le plan national, en harmonie avec la population, en harmonie avec notre géographie, notre histoire. C'est en ce moment-là que nous pouvons aller avec force. Maintenant, quelle diplomatie, parce qu'il n'y a pas assez de temps, quelle diplomatie? Je me suis interrogé sur cette question depuis quelques temps. D'ailleurs, je ne cesse de partager avec M. Freddy. Notre diplomatie souffre de deux choses essentiellement. Il y a, ce que d'ailleurs le professeur Bio et Persona parlait, c'est qu'il y a carence en termes doctrinaux. Parce que dans tous les pays, vous trouvez des gens qui étudient profondément ces choses, lesquels, par exemple, il y a une nouvelle administration aujourd'hui dans notre pays, et les dirigeants, les décideurs politiques peuvent puiser de là. Aujourd'hui, bon, j'ai démarré étudiant, je ne sais pas, j'ai même cherché à préparer, à lire quelques documents pour ça. Je n'ai pas trouvé ce document. Il y a le livre du professeur Bioya, il y a Yezi Mfumu, bon, il y a Moïla Chiembe, mais essentiellement, si vous entrez sur Internet, vous ne trouvez pas beaucoup de documents sur la diplomatie. Donc une doctrine est bien préparée, bien posée pour notre politique étrangère. Ça, c'est, bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais je l'épingle d'ailleurs. Et il y a l'incapacité des politiques congolais, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, de définir l'intérêt national du Congo. En politique internationale, les gens y vont pour défendre leurs intérêts. Nous avons un cas type maintenant de balkanisation de notre pays. Ça veut dire d'émiettement. Beaucoup de gens considèrent que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, à travailler ensemble, ce qui est faux. Alors, nous, en termes diplomatiques, qu'est-ce que nous... Je vais vous donner un exemple. Je suis à Pékin en 2018. Un Burundais passe dans une télévision chinoise et il explique la question d'Ebola. Il parle, il explique comment Ebola, c'est très compliqué là-bas au Congo et tout ça là. Pourtant, Ebola était situé dans un coin bien déterminé à Kinshasa ici. Nous, d'ailleurs, on ne connaissait pas, les gens ne connaissaient pas, c'est toute la famille ici. Les gens ne connaissaient pas Ebola au jour le jour. Dans un pays normal, qu'est-ce que l'ambassade fait? L'ambassade proteste contre la chaîne et cherche des experts. J'étais encore à l'Université des Affaires étrangères de Chine à Pékin. Ça veut dire nous étions experts. Il y a d'autres Congolais qui enseignent en Chine et qui ont fini de façon isolée. Il y a des Congolais qui sont boursiers de l'État, qui étudient avec le feu de l'État. L'ambassade peut déléguer quelqu'un pour aller dans la même chaîne et parler en chinois, tout comme en anglais ou bien en français, pour expliquer que Ebola, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Est-ce que les gens s'imaginent ce que l'ambassade signifie? La plupart des ambassades, on ne va pas s'auto-flageller aujourd'hui, mais fonctionnent comme des communes. Nos ambassades, pour la plupart, parfois
Parfois, les gens n'ont pas de loyer. Nos ambassades, parfois, n'ont pas de moyens. Les personnels ne sont pas formés. Les systèmes de recrutement. Un jour, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple. En plein cours, les professeurs nous posent la question de savoir comment on recrute les diplomates chez vous. Mais écoutez ma position. Que pouvais-je dire depuis que je suis né? Je n'ai jamais vu un recrutement dans ce pays où on cherche des diplomates. Au sens des concours normaux comme ça. Heureusement, avant de partir en Chine, j'avais déjà laissé les nains ici. Alors j'avais dit, non, ben bon, il faut faire bonne impression. Parce que dans cette université-là, il y a seulement des diplomates. Donc, il n'y a que des Congolais. Je suis la deuxième promotion des étudiants congolais dans cette université, avec un collègue d'ailleurs qui est toujours là. Et les autres pays envoient des diplomates. Moi, j'ai dit non, nous avons l'ENA. Après un concours bien organisé, alors les gouvernements vont affecter des gens au ministère des Affaires étrangères. Après, quand même, je savais que ce n'est pas comme ça. Je savais que ce n'est pas comme ça. Donc, il y a aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme défi dans le monde, les systèmes que je viens de vous donner brièvement, avec tout ce qu'il y aura comme confrontation dangereuse dans ce XXe siècle, notre population va doubler. Va doubler d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que nous devons aujourd'hui faire mieux. Il y a nécessité de revoir nos ambassades. Nécessité d'insister sur le profil des diplomates. Nécessité d'avoir une politique qui va se baser sur notre plan national stratégique, d'investir toutes les organisations internationales avec un objectif précis et clair. Depuis 1960 à aujourd'hui, notre diplomatie a été essentiellement une diplomatie de régime. Il n'y a pas mieux. Il y a le professeur Samuel Huntington, paix à son âme de Harvard University, qui a dit que les États en développement ont un problème parce qu'ils ont un système pro-étarien. Et moi, je vous dis que notre diplomatie est pré-républicaine. Il faut une diplomatie républicaine qui va se greffer dans notre programme, dans notre plan national de stratégie, avec des objectifs clairs. Parce que nous, la géographie et l'histoire, nous donne l'occasion de dominer notre influence depuis l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Nous sommes grands. Jusqu'aujourd'hui, en 2020, la population congolaise est plus de la moitié de la population de l'Afrique centrale. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un autre exemple peut-être pour avant de finir. C'est qu'en Chine, quand la Chine était faible, sans argent, tous les petits États de la région, parce que la Chine a 14 pays frontaliers, comme chez nous ici d'ailleurs, nous en avons 9. Mais aujourd'hui, quand la Chine a l'argent, ce sont des Chinois qui sont ingénieurs dans tous ces pays. Ce sont ces Chinois qui construisent tous les ponts, les maisons. C'est eux qui ont envahi la région. Nous, chez nous ici, ce sont des Congolais qui doivent être en Angola, en Zambie, au Rwanda. On ne peut pas craindre le Rwanda est exigu. Si aujourd'hui on utilise ces pays frontaliers pour nous faire la guerre, pour nous émietter, c'est aussi parce que nous n'avons pas su nous organiser depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. À tout moment qu'on a tenté d'être un peu libre, au lieu d'implanter une diplomatie républicaine, une diplomatie de la puissance, nous avons implanté une diplomatie des régimes pour la survie des individus, pour la protection des intérêts, et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le pays nous appartient tous et nous n'allons pas faire de guerre pour investir cet argent, mais nous allons nous régionaliser à travers de la diplomatie de la puissance. Au lieu d'adopter des politiques d'intégration, adoptons une politique claire de régionalisation. Ça veut dire que c'est le Congo qui se pose en tant qu'acteur. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la CPGL, la CPGL a été créée sous notre initiative, sous Mobutu, depuis 1975. Mais depuis le renouveau de la CPGL, le professeur Biot le disait, l'Europe a pris la CPGL et l'Europe nous nie la qualité de leader dans cette organisation internationale, en train de propulser les pays des Grands Lacs. Ça veut dire que c'est le Congo qui est mis derrière, et ce sont des petits pays de la région qui, dorénavant, dépendaient de nous, qui sont devant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Tshisekedi a dit qu'il faut aujourd'hui intégrer l'East Africa Community, mais le Congo doit définir clairement ce que nous voulons
avant de faire ces choses-là. Sinon, nous allons répéter les mêmes erreurs et d'ici 2100, avec tout ce qu'il y aura comme confrontation entre ces grandes puissances, le Congo n'aura pas de choix et nous allons regretter éternellement et nous n'irons pas au ciel. Merci beaucoup. Je crois que nous aurons du temps pour discuter au moment des questions et réponses. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Georges. Je pense que tout est clair. Mais je pense que les Congos, ceux qui habitent le Congo, ont un petit esprit comme ça. Le Congo est trop grand pour l'élite congolaise. On n'a pas cette mentalité de grandeur, un esprit de grandeur. Un grand pays, il faut faire rêver les gens. Les jeunes gens qui grandissent doivent rêver grand. Mais ils sont contents d'avoir une petite voiture, une maison. La femme est en Europe, on voyage en Amérique. Donc on est réduit à la mangeoire. Donc on est réduit à la mangeoire. C'est le problème de l'élite congolaise. Donc je voudrais apporter un supplément. Il y a la nouvelle guerre froide qui a éclaté entre la Chine et l'Amérique. Nous sommes au cœur de la nouvelle guerre froide. Comment? La Chine et l'Amérique possèdent des matières premières stratégiques pour la révolution numérique couplée de la transition énergétique. Pour que demain, ceux qui seront puissants doivent avoir ces matières premières stratégiques. Nous avons le cobalt. Nous sommes les premiers producteurs de cobalt. La Chine a les terres rares. Une affaire de 92%. En dehors de cela, la Chine a maîtrisé la technologie de 5G. Donc ce sont des éléments de puissance. Mais comment on se trouve dans cette guerre froide? L'Amérique est en conflit avec la Chine. Notre cobalt, on paye 90%, c'est raffiné en Chine. Or, l'Amérique voudrait qu'elle puisse freiner la Chine dans son développement. On fait comment? Nous tombons dans la guerre froide comme en 1960, avec le conflit entre l'URSS et le monde occidental. On a payé. Donc, si nous voulons que demain, qu'on ne puisse pas encore payer des pots cassés, il faut tirer les leçons de l'histoire. On a servi l'Amérique. Quel était le résultat? On a armé le Rwanda et l'Ouganda pour nous faire la guerre. Donc on a été payé à moins de singes. Ça, c'est la première leçon de l'histoire. Si aujourd'hui, avec la nouvelle guerre froide qui s'installe, c'est là où je suis d'accord avec notre ami, il faut une politique étrangère claire. Si l'Amérique veut assez qu'on s'allie, nous faisons quoi? Où sont nos intérêts? La difficulté chez nous, nos élites ne comprennent pas définir, ne savent pas définir nos intérêts. Qui définit les intérêts? Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des penseurs. Voilà pourquoi l'importance de la science. On vous parle en Amérique, ceux qui pensent l'Amérique ne sont pas des politiciens. Henry Kissinger, Brzezinski, il vient de parler. Donc, la pensée, c'est au niveau des universités. Instituts supérieurs, dans des think tanks. Quand vous venez chez nous, il n'y a rien. Regardez le débat à la télévision, ça fait pleurer. C'est comme si le Congo et toute l'Afrique noire ne sont pas conscients qu'ils sont au cœur des enjeux mondiaux. Donc, si nous faisons ces conférences, c'est pour cela. On ne les fait pas pour chercher des postes ministériels, parce que les gens sont mal habitués ici. Nous voulons que notre peuple prenne sa place, prenne son destin en main, et que l'Afrique renaisse. Sans le Congo, il n'y a pas de renaissance africaine. Il faut que tous les Congolais comprennent ça. Tous ces petits conflits, Rwanda, Burundi, toutes ces petites ambitions, ça va s'effacer d'ici 2050, quand le Congo sera très puissant. Donc, il faut beaucoup plus réfléchir que penser avec le cœur. Maintenant, nous passons à un philosophe. Oui, docteur. Nous pouvions marcher jusqu'à Kinshasa. De Mbujimaï à 400 km de Lubumbashi, puisque le monde était devenu monopolaire, c'est-à-dire les États-Unis,
les États-Unis nous ont imposé les accords de Lusaka. J'en suis un acteur principal. Nous n'avions pas de choix. Les États-Unis nous ont dicté les termes de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka entre Goma et Kinshasa. Bemba contrôlait 2 villages, Lissala et Guado. Il ne pesait pas beaucoup. Maintenant, avec l'avènement de Trump, nous ne sommes plus dans le monde monopolaire, nous sommes dans un monde apolaire. Il n'y a plus de puissance capable d'imposer une solution quelconque. Les multinationales, ils n'agissent pas. Ils vendent les armes, mais ils n'ont pas les mêmes puissances d'État. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous parlez de la diplomatie, il faut d'abord distinguer la diplomatie par rapport aux grandes puissances qui ne sont plus, parce que le monde est monopolaire, apolaire. Par rapport aux pays voisins, que faut-il faire? Quel type de stratégie il faut développer par rapport aux 9 pays qui nous entourent? Moi, je pense que j'ai une idée pour avoir conduit un parti, un mouvement de guerre 2 fois. Je pense que nous devons inventer une diplomatie de proximité, de détente, d'entente, et alors coopérer. Le Rwanda est un voisin éternel. On ne va pas déplacer. Le Burundi est un voisin éternel. L'Angola est un voisin éternel. Songeons un instant, faisons de l'histoire. Lorsque le monde était bipolaire, c'est Mobutu qui dictait la loi dans tous ces petits qui nous environnaient. C'est Mobutu qui a déstabilisé pendant des années l'Angola. Savimbi et Roberto Holden avaient comme base Kinshasa. Alors nous sommes étonnés, nous pleurnichons, qu'on va nous agresser, qu'on va nous balkaniser. Mais nous sommes le prétexte aujourd'hui de balkanisation, les initiatives que prennent les voisins pour nous agresser. C'est parce que nous-mêmes, dans l'histoire, nous avons participé à déstabiliser ces pays. La riposte a été tardive, mais elle est réelle. Que faire pour éviter la balkanisation? Nous n'avons pas d'autre choix par rapport aux voisins. C'est la détente, l'entente et la coopération. Merci beaucoup, docteur, mais il faut comprendre que dans ce monde, tout est question de rapport de force. C'est ça le problème. C'est question de rapport de force. Les plus forts imposent. Nous sommes en position de force. Nous pouvons conduire le Rwanda à accepter ce que nous voulons. C'est ça le problème ici. Non, je dis que nous sommes forts. Le Rwanda et l'Ouganda sous-traitent la Belgique et le monde occidental. Et derrière tout ça, ce ne sont pas des États. Ça, on peut parler des acteurs non étatiques. Ce sont des multinationales, ce qu'on appelle les globalistes, qui sont à Kigali. C'est qui ont fait la guerre, la FDL. La FDL a été soutenue par les multinationales, mais qui était proche de Clinton. Aujourd'hui, Trump a coupé. La CIA, Pentagone sont sous contrôle de Trump. Mais auparavant, la CIA et Pentagone étaient instrumentalisés par les globalistes, en particulier M. Soros, le milliardaire. Le monde a basculé. Donc ça demande un débat de fond, qu'on réfléchisse, qu'on produise une pensée stratégique. Ça s'est fait à l'université.
Je pense que ceux qui font la politique, il faut demander maintenant qu'on laisse les universitaires parler librement, pas manipuler. Si nous faisons l'erreur de laisser les politiciens manipuler les universitaires, là, on est perdu.